Alors tout d'abord, nous allons commencer cette journée par une intervention sur la place des civils dans les conflits au XXe siècle. Et donc c'est Philippe Nivet, mon voisin, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Picardie-Jules Verne, qui est doyen de l'UFR d'histoire et de géographie, qui assurera cette première intervention. Donc il a le redoutable défi de nous parler de la place des civils dans tous les conflits du XXe siècle. Pendant, je termine ma phrase, nous allons dire 1h, 1h15. Alors il était venu à Saint-Quentin, vous en rappelez peut-être pour certains, en 2007, nous parler des Boches du Nord, pour reprendre le sous-titre de son livre publié en 2004, qui s'intitulait « Les réfugiés français de la Grande Guerre ». Vous pouvez voir sur le diaporama l'ouvrage publié par Philippe Nivet qui s'intitule « La France occupée ». 1914-1918, ouvrage publié chez Armand Collin en 2011 et qui fait état de ses travaux de recherche, notamment sur la place des civils, le rôle des civils pendant la Première Guerre mondiale. La deuxième intervention sera assurée par Alexandre Lafont. Nous avons volontairement repris pour le titre de son intervention l'intitulé du programme de première. Cette intervention portera sur l'expérience combattante. Étudier la guerre au XXe siècle, c'est étudier la Première Guerre mondiale, quelque part. C'est pour cela que je vous ai mis sur l'invitation, ainsi que sur la première page du diaporama, cette représentation réalisée par Autodix. Je tiens à souligner également, mais vous le savez, et Alexandre Lafont le précisera, que nous sommes à la veille des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. La troisième intervention portera sur la guerre d'Algérie. Alors, il serait facile de dire que cette intervention a été pensée parce que nous pensons tout de suite dans notre tête 1962-2012, nous pensons à une date anniversaire. En fait, c'est un peu plus compliqué, il faut nuancer cette approche. Il s'agit en fait d'une question qui est souvent mal connue de la part des collègues qui ont soif de savoir par rapport à la guerre d'Algérie, soif de connaissances, et il s'agit aussi d'une question qui peut susciter, vous le savez bien, des débats qui s'avèrent encore passionnés. Cette historiographie de la guerre d'Algérie a été profondément renouvelée, notamment par certains collègues ou certaines collègues, dont Raphaël Branche par exemple, ou Sylvie Thénault qui sera ici présente cet après-midi. Enfin, quatrième et dernière intervention par Marjolaine Boutet sur la série Un village français, qui nous permettra d'avoir une autre approche de la guerre au XXe siècle, ici par le biais des images animées. Nous aurions en effet pu choisir d'autres thèmes, comme la bande dessinée et l'histoire, comme les nouvelles conflictualités. Vous auriez pu, par exemple, avoir une intervention de Christian Ingrao sur le conflit dans l'ex-Yougoslavie, mais ce sera pour une prochaine fois. Alors, je reviendrai, comme je vous l'ai dit, au cours de la journée pour vous présenter les différents intervenants. Je laisse tout de suite la parole à Philippe Nivet. Merci, cher Christian, et de votre introduction et de votre invitation à participer à cette journée. Évidemment, vous avez déjà compris l'ironie dans ce qu'il vous a dit. 1 heure pour parler des civils dans les guerres du XXe siècle, je me demande bien pourquoi j'ai accepté. Cela dit, donc, je ne traiterai pas de l'ensemble des sujets. Je vais essayer, autour d'une réflexion d'ensemble sur un certain nombre de thèmes que l'on peut aborder, de prendre quelques exemples particuliers qui, évidemment, ne couvriront pas le champ de ce sujet qui est immense et qui renvoie à un certain nombre, effectivement, de recherches menées à l'Université de Picardie, et une journée avec une telle thématique a évidemment tout son sens dans cette université où une partie des recherches historiques est consacrée au thème de la guerre. Donc, on peut partir de ce qui s'est passé l'été dernier, en août 2012, quand un certain Jean-Noël Wetterwald, ancien délégué du HCR, propose que Genève se dote d'un mémorial destiné à honorer les victimes civiles innombrables de ces dernières décennies. Donc, il y aurait en quelque sorte l'équivalent des tombes de soldats inconnus avec un monument à la mémoire des civils sur laquelle les chefs d'État en visite viendraient se recueillir.
Donc cette proposition montre bien en quoi les guerres du XXe siècle ont atteint les civils, alors même que les conventions de la Haye, au début du siècle, cherchaient à les protéger. Donc, la part des victimes civiles dans les conflits par rapport aux victimes militaires va être croissante au long du XXe siècle. Cela dit, il ne faudrait pas limiter cette réflexion sur la place des civils dans la guerre aux simples victimes civiles, même si ce sera un élément important de ma conférence de ce matin. En effet, l'ampleur des conflits implique également une mobilisation des civils qui est une mobilisation tout à la fois économique, sociale et culturelle. Donc en fait, sur cette question de la place des civils dans la guerre, je vais essayer de façon peut-être un peu artificielle de développer 3 points. Un premier point sur la mobilisation des civils, un deuxième point sur les civils pris dans la guerre, avec les questions des internements, des déplacements de population, des occupations, et un troisième point sur les civils atteints dans leur chair, donc les civils victimes de la violence de guerre, et donc on aura une gradation effectivement de l'implication des civils dans les guerres dans cette présentation dans laquelle j'ai cherché plutôt par rapport à ce qui peut apparaître dans les manuels du secondaire à prendre des exemples un peu plus originaux. Par exemple, je ne vais pas vous refaire quelque chose sur les camps de concentration en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, mais montrer en quoi ce phénomène concentrationnaire, par exemple, peut se retrouver à d'autres moments et pouvoir montrer également aux élèves qu'il y a la genèse d'un certain nombre de phénomènes dans les conflits. Donc, premier point, la question de la mobilisation des civils. Donc, alors que les guerres deviennent de plus en plus des guerres totales, selon une expression maintenant bien connue, les civils sont mobilisés dans les conflits et ils sont d'abord mobilisés pour participer à l'effort économique de guerre. Donc ce point permet par exemple de parler aux élèves de la question de la mobilisation des femmes, puisque la place des femmes dans la guerre est un thème maintenant assez mis en avant. Et ainsi, pendant la Première Guerre mondiale, on a de nombreuses femmes embauchées dans l'industrie et le tertiaire. Ainsi, en Allemagne, où le nombre d'ouvriers diminue d'un quart pendant la Première Guerre mondiale, celui des femmes double. Et les femmes en Allemagne constituent en 1918 plus de la moitié de la main-d'œuvre. En France, en juillet 1917, plus de 600 000 femmes travaillent dans l'industrie et c'est ainsi que dans les industries d'armement, les femmes représentent 26% de la main-d'œuvre contre 5% en 1914. Ce sont les fameuses munitionnettes qui ont donné lieu à un certain nombre de photographies et ceux d'entre vous qui ont été visiter le nouveau musée de la Grande Guerre à Meaux ont pu voir que le thème des femmes dans le travail est un thème transversal dans la deuxième partie du musée. Donc des femmes qui travaillent dans l'industrie, des femmes qui travaillent également dans les travaux des champs, dans l'agriculture. Il faut rementionner le célèbre appel de René Viviani, alors président du Conseil, le 7 août 1914, qui donc lance alors un appel aux femmes de France pour la moisson. Et du fait de la guerre, après la mobilisation des hommes, 850 000 femmes d'exploitants vont se retrouver à la tête d'une exploitation. Le romancier du terroir Ernest Perrochon
les a désignés dans un roman paru en 1924 sous le titre des Gardiennes. Donc les femmes se livrent alors à des tâches réservées jusque-là aux hommes, également symbole de leur autorité, comme le labourage, et c'est physiquement quelque chose de difficile. Par exemple, Émilie Carne, qui a écrit dans les années 1970 un livre assez à succès qui raconte donc sa vie, qui se destinait à être institutrice, évoquera les difficultés des travaux des champs pendant la Première Guerre mondiale. Nous avions une charrue toute simple, un arrière avec un manche fait pour un homme. Pour moi, il était bien trop haut. Quand je faisais les sillons avec cet engin, chaque fois que j'accrochais une pierre, je recevais le manche dans la poitrine ou dans le visage. Pour moi, labourer était un véritable calvaire. Donc ces femmes qui travaillent au champ, qui conservent l'exploitation familiale, restent tout de même en quelque sorte sous le contrôle ou la surveillance des hommes. Cela peut être la surveillance du père ou du grand-père qui redeviennent actifs parfois pendant la guerre quand les plus jeunes sont mobilisés, mais également dans leur correspondance, un certain nombre de soldats, on le voit bien quand on étudie les archives du contrôle postal civil, un certain nombre de soldats s'inquiètent de la manière dont la femme s'occupe de l'exploitation, donne des conseils, essaie de rester un instrument de contrôle de la manière dont les femmes s'occupent de cette exploitation. Donc, mobilisation économique pendant la Première Guerre mondiale, également pendant la Seconde Guerre mondiale. En Allemagne, en 1944, 29 millions de travailleurs sont mobilisés, dont 50% de femmes. Au Japon, 28 millions. En Grande-Bretagne, 21 millions, dont 38% de femmes. Et dans les industries de guerre de Grande-Bretagne, le nombre d'ouvrières a quadruplé, passant de 500 000 à 2 millions. Aux États-Unis, 54 millions de travailleurs également sont mobilisés, dont 33% de femmes. Et aux États-Unis, le Bureau d'information de la guerre avait lancé de vastes campagnes incitant les femmes à travailler pour l'industrie d'armement. En URSS, les femmes représentent en 1945 55% de la main-d'œuvre civile contre 30% en 1940, le quart de la main-d'œuvre dans l'industrie, les 4/5 dans les fermes collectives. Donc, premier point que l'on peut mettre en avant, cette mobilisation des civils pour l'économie de guerre et en particulier la mobilisation des femmes. Deuxième point, c'est ce que j'appellerais la mobilisation sociale afin de soutenir les soldats et les victimes de guerre. C'est ce qu'on appelle également les œuvres, et ces œuvres se développent par exemple pendant la Première Guerre mondiale. Prenons quelques exemples. Il y a déjà l'institution des marraines de guerre. Donc cette institution des marraines de guerre est créée en janvier 1915 pour venir en aide aux soldats des régions occupées qui ne peuvent correspondre avec leur famille. Puis l'initiative va se développer et il va y avoir au moins 70 000 filleuls qui vont être adoptés par des marraines de guerre, même si l'institution aura tendance à être déclinante à la fin de la guerre. D'autres œuvres également pendant la Première Guerre mondiale s'intéressent au sort des orphelins et des pupilles de la nation, à la fois du côté du monde catholique et du monde laïque.
Donc les œuvres catholiques qui s'occupent des orphelins de guerre se développent en grand nombre, en particulier l'œuvre des bons enfants qui est créée à l'inspiration du cardinal Hamet, archevêque de Paris, particulièrement attaché aux œuvres d'assistance, et les curés parisiens sont chargés par le cardinal Hamet de gagner à cette association un grand nombre d'adhésions de marques pour accroître son prestige. Donc, à la fin de 1916, cette œuvre va venir assister 10 000 orphelins et à Paris, et il y en aura 35 000 au début de 1918. Également, donc, une implication laïque. C'est ainsi que viennent en aide aux orphelins le Secours national et l'orphelinat des armées qui avait été fondé en 1914 pour prendre sous sa protection les orphelins de guerre dont les familles avaient des ressources insuffisantes. La composition du conseil d'administration de cette œuvre vous montrera son caractère laïque. On y trouve Paul Painlevé et le sénateur radical Édouard Herriot. On peut également évoquer l'association des pupilles de l'école publique qui, au 31 décembre 1917, prend en charge 150 000 orphelins de guerre. Donc ces associations, donc formées de civils, parfois même des personnes de l'aristocratie parisienne, cherchent à recueillir de l'argent pour venir en aide aux orphelins en organisant ce qu'on appelle des journées pendant la guerre, par exemple la journée de l'orphelinat des armées du 27 juin 1915. Et ces associations sensibilisent les Français par un certain nombre de représentations artistiques au sort des orphelins de guerre, par exemple des lithographies de Steinlen ou de Francisque Poulbeau, qui sont assez souvent reproduites et qui peuvent servir pour les élèves de documents d'appui quand l'on cherche à évoquer ce thème. Donc, des civils viennent en aide aux orphelins, des civils viennent également en aide aux réfugiés de guerre. Par exemple, en France, pendant la Première Guerre mondiale, où il y a une multitude d'associations, on peut citer le foyer franco-belge, dont s'occupe en particulier l'écrivain André Gide. En Russie, l'aide aux réfugiés repose essentiellement sur des communautés d'accueil, puisque la participation de l'État est assez faible. Des dames de charité issues de l'aristocratie dispensent donc des secours avec l'aide d'organisations municipales. On peut citer par exemple le comité Tatiana, créé en 1914 pour venir en aide aux populations originaires de Pologne et de Galicie. Donc, développement à l'initiative de civils, d'œuvres d'aide aux victimes de la guerre, avec un phénomène que l'on trouve pendant le premier conflit mondial dans l'ensemble des pays impliqués. Le développement de telles œuvres se retrouve dans les conflits ultérieurs, avec également parfois des continuités d'un conflit à l'autre, de la Première Guerre mondiale à l'autre. Prenons un exemple que vous connaissez sans doute pour la Picardie, c'est l'implication d'Anne Morgan. Anne Morgan participe à la fin de la Première Guerre mondiale au CARD, donc Comité américain d'aide aux régions dévastées, qui va donc être actif en particulier dans l'Aisne autour de Blérancourt et ensuite aussi dans la Marne, dans la région de Reims. Et Anne Morgan et les femmes américaines reviennent pendant la Deuxième Guerre mondiale pour animer cette fois le CASC, c'est-à-dire le Comité américain de secours civil.
Donc on a finalement, même si le terme n'est pas encore employé, les prémices de ce qu'on pourra considérer comme l'engagement des civils dans l'humanitaire. Ce terme d'humanitaire va se substituer progressivement au terme d'œuvre, et l'humanitaire va être peu à peu identifié d'abord à l'action de médecins civils qui viennent en aide aux victimes des conflits après la guerre du Biafra et qui conduit à la création de l'ONG Médecins sans frontières en 1971. Donc, le rôle social des civils va passer de l'implication à des œuvres à l'implication dans des ONG. Il y a un glissement sémantique qui se fait alors. Troisième point que je voudrais traiter, c'est la question de la mobilisation culturelle. Les deux conflits mondiaux, en particulier, sont marqués par les efforts pour mobiliser culturellement les civils et en particulier les enfants. Donc, pendant la Première Guerre mondiale, toute une série de processus ont pour but d'intégrer les enfants dans la guerre et de marquer leur solidarité dans l'ensemble national. Je vous renvoie par exemple sur ce point aux travaux de Stéphane Audouin-Rousseau ou à ceux de Manon Pignot, comme j'aurais pu renvoyer pour les orphelins tout à l'heure au travail d'Olivier Faron sur la question. Donc revenons donc à ces enfants qui vont assister aux cérémonies patriotiques en présence des mutilés ou des blessés, et dans les écoles françaises, des circulaires invitent les enseignants à évoquer la justesse de la cause de la France et l'héroïsme des soldats. Ces circulaires invitent également à modifier les programmes pour y multiplier les références à la guerre. Ainsi, dès le 7 août 1914, une circulaire d'Albert Sarraut aux inspecteurs d'académie conclut à la nécessité pour les élèves les plus avancés de meubler les garderies organisées en période de vacances par des lectures de nature, dit la circulaire, à faire comprendre aux enfants les événements actuels et à exalter dans leur cœur leur foi patriotique. Des journées patriotiques sont organisées dans les écoles, comme la journée serbe ou la journée des éprouvés de la guerre, et des outils pédagogiques nouveaux sont forgés pendant la guerre. Ainsi, le célèbre professeur de Cagnes à l'Huile-Grand, André Belsort, publie en 1915 un petit recueil de compositions françaises, épisodes de la guerre, 1914-1915, à la fois héroïque, catholique et anti-allemand. Ce petit recueil propose pour les élèves de la fin du primaire et les élèves du secondaire des corrigés types de compositions françaises se rapportant tous à la guerre qui a lieu alors, afin, dit-il, de tenir l'esprit des adolescents penchés sur les épisodes du sombre drame et de la magnifique épopée que nous vivons. Donc, c'est des textes courts que choisit André Belsort parmi des chroniques de journaux destinés, dit-il, à rejoindre les beaux exemples et les anecdotes pittoresques des temps héroïques. Puis on peut prendre un autre exemple, celui du livre de Madame Bruneau. Madame Bruneau avait publié le célèbre Tour de France par deux enfants, et elle publie pendant la guerre un livre qui est moins resté connu, qui s'appelle Tour de l'Europe pendant la guerre, livre de lecture courante, qui explique dans sa préface la nécessité théorique et éthique d'un enseignement de la guerre, puisqu'elle écrit « Pas un Français ne doit ignorer
les causes de la guerre barbare que nous subissons, pas un Français ne doit les oublier. Donc il y a incontestablement une mobilisation culturelle de l'enfance pendant cette Première Guerre mondiale qui se retrouve également pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut prendre l'exemple du livre My Sister and I, publié par l'écrivain anglais Stanley Preston Young en 1941, le journal d'un garçon hollandais de 12 ans et de sa petite sœur, chassés de leur pays par les Allemands et accueillis chaleureusement dans une Angleterre pleine de courage et de détermination. L'ouvrage se vend à 56 000 exemplaires aux États-Unis, où il contribue à préparer l'opinion publique à une inévitable intervention. Alors, cette mobilisation culturelle va également utiliser les nouveaux vecteurs médiatiques, en particulier le cinéma. Prenons un seul exemple, puisque le temps tourne, c'est la demande faite aux États-Unis par le général Marshall, alors chef d'état-major de l'armée de terre, au réalisateur Frank Capra, de réaliser une série de 7 films intitulés « Pourquoi nous combattons ». Donc la série est réalisée entre 1942 et 1945 et elle va contribuer également à la mobilisation culturelle des civils. Donc, si on fait le point sur cette première partie, qui est évidemment un simple survol, on voit que les civils, dans l'arrière-front, vont être mobilisés à la fois pour soutenir l'effort de guerre, pour aider les victimes de la guerre et également pour assurer la cohésion nationale et le soutien politique, intellectuel et culturel à cette guerre. Mais il y a bien sûr un deuxième niveau d'implication des civils dans les conflits du XXe siècle, c'est les civils pris dans la guerre et qui vont subir les conséquences de la guerre. Donc je vais décliner cette deuxième grande partie en 3 points, en étudiant d'abord donc les populations internées, puis les populations déplacées, avant d'en arriver aux populations occupées. Donc les populations internées, d'abord, les guerres du XXe siècle voient l'apparition de camps de concentration où sont internés les civils. L'expression de camps de concentration reste dans la mémoire surtout identifiée à la Seconde Guerre mondiale, mais elle est en réalité employée dès la Première Guerre mondiale, et en fait la réalité du camp de concentration remonte même à la fin du XIXe siècle avec la guerre de Cuba et la guerre des bourgs. Alors on peut, me semble-t-il, distinguer 3 types d'internement, 3 types de camps. Les camps de ressortissants ennemis, les camps dans les pays occupés et les camps de déportés. Donc, voyons d'abord les camps de ressortissants ennemis. Donc, pendant la Première Guerre mondiale, l'internement a d'abord pour objectif de retenir des étrangers qui iraient renforcer les armées ennemies s'ils étaient libres de rentrer dans leur pays, où ces camps veulent contrôler par ailleurs des fois des nationaux susceptibles de porter atteinte à la défense nationale. Mais restons sur le premier point, donc ces camps de ressortissants ennemis. Ainsi, en Allemagne, on a interné environ 100 000 ressortissants anglais, belges, français ou serbes. Le Portugal ordonne en 1916
l'internement de tous les Allemands sans exception. En France, des Austro-Allemands, des Ottomans et des Bulgares ont été internés, de même que des Alsaciens lorrains, ce qui a suscité de vives polémiques. Donc il y aurait eu environ 60 000 personnes internées en France pendant la Première Guerre mondiale, avec des lieux d'internement essentiellement implantés dans l'Ouest, une dizaine dans le Finistère et dans le Sud-Est. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en France, ces camps ouvrent entre septembre 1939 et mai 1940 sur l'ensemble du territoire français. Le 1er septembre 1939, on a déjà la mise en œuvre d'un décret qui prévoit en cas de conflit le rassemblement de tous les étrangers ressortissants de territoires appartenant à l'ennemi de sexe masculin et qui sont âgés de 17 à 50 ans. Et 4 jours plus tard, un communiqué appelle les adultes allemands et autrichiens à se rendre dans les camps. Donc on voit donc ces internements de ressortissants allemands et autrichiens, ce qui conduit à des situations absurdes, puisque vont cohabiter finalement dans ces camps des personnes qu'on pourrait soupçonner d'être des agents secrets nazis de l'Allemagne et également les victimes des persécutions des Allemands qui avaient cherché refuge après 1933. Donc à l'automne 1939, on estime que les internés dans les camps français étaient environ entre 18 000 et 20 000. Cette situation va perdurer après l'offensive allemande du printemps 1940, puisqu'il y avait eu, entre-temps, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, un certain nombre de libérations. Donc le 15 mai 1940, le gouvernement de Paul Reynaud décide le réinternement des ressortissants allemands et autrichiens, et le 17 mai, les femmes elles-mêmes sont concernées, alors que jusque-là, cet internement n'avait concerné que les hommes. Donc plus de 25 000 Allemands et Autrichiens vont alors se retrouver prisonniers. La mesure est élargie aux Italiens à partir du 10 juin, quand Mussolini décide de déclarer la guerre à la France, mais seuls 8 500 Italiens, de fait, sont internés. Ce phénomène d'internement des ressortissants ennemis se retrouve également aux États-Unis en février 1942, quand le président Roosevelt signe un décret autorisant l'arrestation et le regroupement des ressortissants des pays de l'Axe. Donc cette mesure va viser particulièrement les Japonais qui sont nombreux en Californie et qui vont être transférés dans des camps d'internement du centre du pays, par exemple dans les États du Colorado et de l'Arkansas, où ils vont séjourner pendant 3 ans, en voyant par ailleurs leurs biens confisqués. Donc, premier type de l'internement des ressortissants des pays ennemis. Il y a également donc la présence de camps dans les pays occupés. Donc, pendant la Première Guerre mondiale, dans la Belgique et la France occupées, de tels camps existent. Ils vont abriter des prisonniers civils qui sont en même temps des travailleurs forcés, ceux qu'on désigne parfois sur le terme de brassards rouges. Ceux-ci vont découvrir donc la vie concentrationnaire, de longues heures de travail, des conditions de logement et de nourriture inadaptées, de longs déplacements sous surveillance militaire. Donc on trouve de tels camps, par exemple, dans les Ardennes, le camp de Signy-l'Abbaye, ou dans les Vosges.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, en France, en zone nord, l'internement est utilisé d'abord pour les tziganes. Je crois que c'est une partie qui fait partie, un thème qui fait partie de vos programmes. Donc la dénonciation du fléau tzigane était devenue une des priorités de l'administration allemande. Et donc, en 1940, les Allemands sont à l'origine de l'internement des nomades en France occupée. Donc, on trouve des tziganes internés au camp de Mérignac en Gironde, d'autres transférés plus vers l'intérieur, en Indre-et-Loire, au camp de la Morellerie. Donc, on va voir ensuite confondu dans ces internements des forains, des marchands ambulants et des nomades qui vont se mélanger avec les tziganes. Donc, cet internement des tziganes est décidé dès 1940. Il y a ensuite, c'est mieux connu, les camps d'internement des Juifs après donc, les rafles organisées à Paris, avec les camps du Loiret, Pithiviers et Baule-la-Rolande, qui sont maintenant étudiés et même muséographiés dans un musée à Orléans qui s'appelle le Cerquil, centre d'études et de recherche sur les camps d'internement du Loiret. Il y a également, bien sûr, le camp de Drancy et, pour la région, le camp de Royalieu à Compiègne, qui est là maintenant également l'objet d'un centre d'interprétation où les élèves peuvent être également conduits. Enfin, donc, troisième catégorie de camps, les camps de déportés. Donc, ce phénomène de la déportation est bien connu pour la Seconde Guerre mondiale, et je n'y reviendrai pas, mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que ce phénomène existe également pendant la Première Guerre mondiale, avec évidemment là l'absence de volonté d'extermination qu'on retrouve pendant la Seconde, mais cette déportation concerne un certain nombre de civils pendant la Première Guerre mondiale. Des Belges et des Français sont déportés en Allemagne. Et on a ce phénomène d'envoi de civils, en particulier au camp de Holzminden, où hommes et femmes vont être internés, en particulier donc des otages français pris pour obtenir la libération d'Alsaciens lorrains. D'autres déportés français, pendant la Première Guerre mondiale, vont être envoyés dans des camps en Lituanie, où les conditions d'internement sont plus dures qu'à Holzminden. Ainsi, 600 otages français sont déportés en janvier 1918 en Lituanie, internés dans les camps de Milešgany et Roum. Ils vont souffrir d'un froid intense, d'une alimentation que les témoins jugent détestable et insuffisante, du manque d'eau potable, de l'absence de colis, des conditions précaires d'hébergement, de la vermine et des humiliations. Donc on voit bien, en rappelant l'existence de tels camps pendant la Première Guerre mondiale, que celle-ci peut apparaître comme une matrice de la Seconde Guerre mondiale, avec donc un phénomène concentrationnaire qui, sur les trois types d'internement que j'ai cités, bien connus pour la Seconde Guerre mondiale, existe également pour la Première. Deuxième point, dans cette question des populations civiles victimes de la guerre, les populations déplacées. Donc, à la fin de la Grande Guerre, le directeur du département des affaires civiles de la Croix-Rouge américaine en France, Homer Foltz, pouvait écrire « Il y avait des réfugiés dans toute l'Europe. Pendant 5 ans, c'est comme si presque tout le monde devait partir ou attendait de le faire. » Donc, on voit apparaître, effectivement, avec cette Première Guerre mondiale,
la figure du réfugié qui va devenir une figure marquante des conflits contemporains. Il y aurait donc environ 6 millions de personnes concernées par les déplacements de population pendant la Première Guerre mondiale, peut-être 10 millions si on inclut les réfugiés dans leur propre pays. Toujours est-il que c'est un phénomène massif que l'on va retrouver concernant des populations d'origines diverses. Par exemple, donc, des réfugiés belges qui sont dispersés entre la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas dès 1914, et le phénomène d'évacuation des Belges va se poursuivre selon les rythmes de la guerre pendant tout le conflit, au printemps 15, au cours de l'été 1917 et au printemps 1918. Il va y avoir les réfugiés serbes qui, là aussi, vont se répartir dans différents pays, les réfugiés français de l'intérieur et en Russie également, on trouve ce phénomène de réfugiés dès le début de la guerre, puisque on a 3 causes qui en Russie entraînent des déplacements de population: le passage des provinces occidentales sous contrôle militaire, la politique d'expulsion et de déportation de certaines minorités considérées comme pro-allemandes, enfin la destruction de récoltes et des villages lors de la retraite russe à partir de l'été 1915, après l'offensive des empires centraux. Donc des centaines de milliers de civils partent alors en territoire polonais et en Galicie, essayant spontanément, dès les premiers jours du combat, de s'évader de la zone de front. Et à la fin de l'automne 1914, Varsovie compte déjà près de 80 000 réfugiés. En 1914 et en 1915, l'état-major russe et les commandants d'armée recourent à des pratiques d'expulsion massive hors des lieux de résidence. En 1915 donc, en décembre 1915, le nombre total des réfugiés russes est évalué à 2,7 millions de personnes et il atteint plus de 3 millions en mai 1916, les civils déplacés affluant dans les grandes villes. Phénomène également de réfugiés en Italie. Après la défaite de Caporetto, 500 000 Italiens de la Vénétie, installés essentiellement à l'est de la Piave, doivent quitter leur domicile pour se réfugier vers les stations balnéaires de l'Adriatique et dans des grandes villes comme Milan, Gênes et Florence. Donc, importance de ces mouvements de population pendant la Première Guerre mondiale. D'autres mouvements sont provoqués par la guerre civile espagnole. Celle-ci provoque la plus importante vague d'émigration par son ampleur et sa durée qu'ait connue l'Espagne, avec des déplacements au sein même de l'Espagne, mais aussi des vagues d'exode à l'étranger, en particulier en France, où un certain nombre de camps dans le sud-est vont être utilisés pour accueillir et surtout interner ces réfugiés espagnols, comme les camps d'Argelès ou Saint-Cyprien. Je vous renvoie au livre de Denis Péchanski sur la France des camps. Et puis, sur la Seconde Guerre mondiale, aussi d'importants mouvements de population qui sont observés partout, que ce soit en France avec le phénomène de l'exode, qui est un exode massif, 6 à 8 millions de personnes, étudié par Éric Allary dans un livre relativement récent, qui fait que certaines villes du centre et du sud de la France sont totalement saturées. Un exode qui peut rappeler par certaines formes l'exode de 1914, même s'il est beaucoup moins long, avec des retours beaucoup plus rapides après la Convention d'armistice, mais également de nombreux déplacements de population sur le front oriental,
notamment après l'invasion de l'URSS par les armées d'Hitler, qui pose le problème du 1,5 million d'Allemands citoyens de l'URSS, donc ces Allemands de la Volga qui vont être progressivement transférés à partir de septembre 1941 en Sibérie. Il y a également, en janvier et février 1914, le déplacement des populations tchétchènes, donc des exodes massifs sur le front oriental. Rajoutons également donc les Tatars de Crimée en avril 1944. Donc ce phénomène de déplacement des civils est un des éléments essentiels de l'impact des guerres sur les civils. Le troisième point de cette deuxième partie, c'est la question de l'occupation des civils dans les territoires occupés. Là aussi, le sujet est immense. Il faut montrer que si le terme de l'occupation, en France en particulier, reste dans la mémoire collective identifié à la Seconde Guerre mondiale, la France a connu des occupations antérieures, déjà au XIXe siècle, lors du conflit franco-prussien, et puisqu'on en reste au XXe siècle, pendant la Première Guerre mondiale. Et la dureté de cette occupation de la Première Guerre mondiale est sans doute bien supérieure à la dureté de l'occupation de la Seconde. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre que Christian vous a présenté tout à l'heure. Citons simplement, par exemple, Marc Blancpain, qui a vécu ces deux occupations et qui écrit ceci. « Ceux qui ont connu après 1940 que la seconde occupation, fût-ce même en zone interdite, ne peuvent se représenter l'âpreté, la rapacité et l'extraordinaire minutie des pillages, des réquisitions, des perquisitions, des amendes collectives et personnelles, des contributions de guerre et des manipulations monétaires malhonnêtes qui ont été pendant plus de 4 années le lot des territoires et des populations gouvernées par l'armée impériale allemande. » J'aurais tendance, pour ma part, à partager ce que définit Jacques Semelin dans son livre « Sans armes face à Hitler, la résistance civile en Europe 1939-1945 », donc paru chez Payot en 1989, qui considère que la résistance peut être une résistance civile, une résistance non armée, des grèves, des manifestations, des protestations d'églises, d'organismes éducatifs, médico-culturels, des désobéissances pour la Seconde Guerre mondiale au service du travail obligatoire. Donc on peut considérer qu'on a une population civile résistance par de petits gestes comme le fait de refuser d'obéir aux ordres de l'occupant, refuser par exemple de saluer les officiers pendant la Première Guerre mondiale, par inscrire sur les murs des graffitis contre l'occupant, des croix de Lorraine en 1940, à Paris ça se voit dès 1940, donc des petits gestes qui peuvent, de la part de la population civile, apparaître comme des gestes de résistance. D'autres historiens, en revanche, estiment qu'on ne peut employer le terme de résistance que s'il y a une véritable organisation ou un véritable projet politique par derrière. C'est le cas d'un certain nombre d'historiens, même comme François Bédarida, qui qualifie la résistance comme une action clandestine menée au nom de la liberté de la nation et de la dignité humaine par des volontaires s'organisant pour lutter contre la domination et le plus souvent l'occupation de leur pays. Donc il insiste beaucoup plus sur la notion de civils qui s'organisent. Donc il y a là un débat historique, historiographique sur la manière dont on peut qualifier de résistante une action menée par les civils pendant la guerre. Donc ce qui fait qu'on a toute une graduation d'activités résistantes, depuis le fait, par exemple, d'arborer les 3 couleurs le 14 juillet,
et jusqu'au fait de former des réseaux de résistance. Et soulignons que ces réseaux de résistance formés par des civils existent dès la Première Guerre mondiale. Là aussi, la Première Guerre mondiale peut apparaître comme une matrice de forme de réseaux de résistance. Citons par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, le réseau de Louise de Béthigny dans la France du Nord et le réseau de la Dame Blanche en Belgique. Et ensuite, de tels réseaux qui ont une double vocation pendant la Première Guerre mondiale de renseignement et de faire passer les lignes aux soldats vont se structurer également pendant la Seconde. Pensons par exemple au réseau du Musée de Londres. La deuxième question que pose cette question de la relation des civils avec les forces d'occupation, c'est la question de l'accommodement, pour reprendre une expression forgée par Philippe Burin, accommodement qui est souvent à mettre en relation avec la durée de l'occupation, une certaine familiarité qui peut se faire et qui conduit parfois, même s'il n'y a pas forcément de rejet du patriotisme, à des relations amicales, voire amoureuses entre les occupés et les occupants. C'est toute une question sur les rapports entre les femmes sous l'occupation et les soldats allemands pendant la Première Guerre mondiale que j'ai abordé dans mon livre, mais qui existe bien sûr également pendant la Seconde Guerre mondiale et qui conduit, sous des formes qu'il s'agirait d'étudier d'un peu près, au problème des femmes tondues qui existent déjà après la Première Guerre mondiale, même si c'est moins connu. On a des témoignages qui sont absolument sûrs sur ce point et qu'on retrouve après la Seconde Guerre mondiale. Et je vous renvoie pour ça au livre de Fabrice Virgili sur la question. Troisième point, il me reste un quart d'heure, sur les civils atteints dans leur chair, c'est-à-dire le premier point, la deuxième partie, c'était les civils pas directement meurtris dans leur chair par le conflit. Là, c'est les civils directement atteints par leur chair, et je déclinerai 3 points, c'est-à-dire ça va faire à peu près 4 minutes par point si je vais avoir le temps de conclure. La question des atrocités des viols de guerre, la question des bombardements et la question des génocides. Alors, ces atrocités et viols de guerre sont bien connus pour la Seconde Guerre mondiale. Je vous rappellerai évidemment pour mémoire les massacres de Tulle et d'Oradour-sur-Glane. En Grèce également, par exemple, au printemps 1944, après le meurtre par 2 partisans, 2 soldats dans le village de Klissura, les SS exécutent en représailles 30 habitants de plus de 60 ans et 38 autres âgés de moins de 5 ans. Ces atrocités avaient également été commises pendant la Première Guerre mondiale, en particulier au moment de l'invasion, en Belgique et en France, en particulier dans le département de Meurthe-et-Moselle. Elles se traduisent par des exécutions de population, en particulier à Dinan en Belgique, par des incendies. Renvoyons par exemple à la destruction de la bibliothèque de Louvain et de la ville de Louvain plus largement entre le 25 et le 28 août 1914, à également, j'y reviendrai dans un instant, des viols de guerre. Et ces atrocités de 1914 sont justifiées par les Allemands par une prétendue présence de francs-tireurs qui rappellerait donc l'action des francs-tireurs pendant le conflit franco-prussien de 1870-1871 et qui est en réalité assez purement imaginaire en 1914. Donc, les atrocités, alors une des formes d'atrocité qui est maintenant étudiée, je vous renvoie au colloque que vient de faire paraître chez Payot l'an dernier Raphaël Branche et Fabrice Virgili, donc la question des viols de guerre. Donc cette question des viols de guerre est sensible dans un grand nombre de conflits du XXe siècle et même du début du XXIe siècle.
Je vous renvoie par exemple à tout ce qui a pu être mis en valeur par un certain nombre de commissions sur les viols de guerre dans les conflits africains de la fin du XXe siècle et du début du XXIe. On les trouve dès 1914, donc je l'ai déjà dit, avec les viols commis par des soldats allemands lors de l'invasion de la France et de la Belgique, et la question des enfants conçus lors de ces viols se pose. Je vous renvoie au livre de Stéphane Audouin-Rousseau, L'enfant de l'ennemi, sur cette question, qui a étudié donc les débats qui ont pu surgir pendant le conflit. Mais l'exemple peut-être le plus emblématique, c'est les multiples viols commis par les troupes russes contre les femmes allemandes en 1945, et on peut faire lire aux élèves le célèbre récit « Une femme à Berlin », qui a été un succès de librairie, adapté au théâtre ensuite, et qui évoque cette question avec un témoignage particulièrement intéressant sur le sort des femmes allemandes, des femmes de Berlin en 1945. Deuxième point, les bombardements. Donc c'est la question de la mise en place du bombardement stratégique, la théorie donc, qui va être élaborée, réfléchie par Douhet en 1930 sur le bombardement stratégique qui permettrait de remporter la victoire en bombardant les populations civiles pour briser leur morale. Donc, mais finalement, si Douhet invente ce terme ou réfléchit à ce terme en 1930, ces bombardements stratégiques finalement apparaissent déjà partiellement dès la Première Guerre mondiale, où des villes sont bombardées et soit par des bombardements d'artillerie, soit par des bombardements aériens. Et par exemple, les bombardements d'artillerie, on peut citer Paris en 1918 avec l'atteinte le jour de Pâques de l'église de Saint-Gervais qui provoque la mort de 91 personnes, mais évidemment un bilan des bombardements pendant la Première Guerre mondiale qui n'a pas l'ampleur de ceux de la Seconde Guerre mondiale, puisque sont tués à Paris pendant la Première Guerre mondiale 520 civils et 1224 blessés. Donc on n'est pas évidemment sur le même nombre de pertes de victimes. Ces bombardements vont s'intensifier avec la Seconde Guerre mondiale, avec plusieurs exemples. Donc sur la France, les bombardements de 1940, les bombardements des usines travaillant pour les Allemands à partir de 1942, avec le bombardement des usines Renault à Boulogne-Billancourt, et puis, sur un objectif militaire, les importants bombardements de 1944 sur les villes de Normandie et du nord de la France. Bombardements qui touchent également d'autres pays européens. Rappelons simplement pour mémoire, puisqu'il est 11h bientôt moins 5, le Blitz contre l'Angleterre, les attaques alliées contre l'Allemagne sur Hambourg, Berlin, Mannheim et Dresde, et l'offensive aérienne contre le Japon en 1944-1945. Ces bombardements atteignant directement les civils et les faisant vivre le plus souvent pendant des années, j'y reviendrai en conclusion, dans des villes ou des villages ruinés. Troisième point qu'il faudrait traiter, c'est la question des génocides. Donc rappelons que le mot a été forgé par le juriste américain Raphaël Lemkin en 1944 pour tenter de décrire le phénomène d'extermination des Juifs européens, et qu'on a évidemment 4 génocides à expliquer aux élèves pour le XXe siècle. Le génocide des Arméniens, qui fait partie, je crois, de vos programmes pendant la Première Guerre mondiale. J'avais des textes particulièrement intéressants, mais tant pis. Le génocide, donc la Shoah, en montrant également les tziganes qui périssent alors dans les camps de concentration, le génocide des Cambodgiens par les Khmers rouges
et enfin le génocide rwandais, qui est le dernier génocide du XXe siècle. Il est d'ailleurs intéressant que Stéphane-Édouard Rousseau, qui a commencé des travaux sur la Première Guerre mondiale, s'intéresse maintenant de plus en plus au génocide rwandais comme phénomène particulièrement intéressant pour l'étude du phénomène guerrier. Donc, pour conclure en quelques minutes, je crois qu'on peut mettre en valeur que la guerre totale implique considérablement les civils dans la guerre. Et ce qu'on peut également souligner, me semble-t-il, c'est que la fin de la guerre signifie les armistices ou les traités de paix, signifie en général la fin de la guerre pour les soldats qui n'ont plus à combattre. En revanche, pour les civils, la guerre très souvent se poursuit au-delà même de la fin des conflits. Pourquoi ? D'abord parce que les traités de paix vont souvent impliquer des déplacements de population et donc aux réfugiés de la guerre succèdent ensuite les réfugiés de la paix. Prenons l'exemple donc de l'Asie mineure. 1,2 million de Grecs quittent l'Asie mineure entre 1920 et 1923 et 355 000 musulmans migrent vers la Turquie après le traité de Lausanne en 1923. Après la Seconde Guerre mondiale, 14 millions d'Allemands sont expulsés des pays d'Europe centrale. Donc, la fin des combats ne signifie pas la fin des impacts de la guerre pour les civils. D'autre part, les civils vivent souvent pendant des années dans des zones atteintes par l'effet de guerre, avec le phénomène de ce qu'on a pu appeler le traumatisme des ruines, la redécouverte pour ceux qui rentrent de la maison en ruine, puis la lenteur des reconstructions, puisque très souvent les reconstructions prennent une dizaine d'années. La reconstruction de la Première Guerre mondiale s'achève à la France du Nord vers 1935, celle de la Seconde Guerre mondiale peut se poursuivre jusqu'à la fin des années 1950. Et puis, pour ces civils, cette fin de guerre, c'est souvent une période de deuil, puisque beaucoup d'entre eux ont vu un des leurs tué au conflit, et donc l'expérience du deuil, la question par exemple du retour des corps des soldats va avoir des conséquences sur le moral des civils après les guerres. Donc on voit bien pourquoi finalement la proposition sur laquelle j'étais parti de ce Suisse au cours de l'été 2012 peut avoir son sens, c'est que l'impact des guerres totales du XXe siècle sur les civils a été particulièrement marqué.